Bien, bonjour à tous, merci d'être là, de bonne humeur et très dispo, c'est sympa, ça fait plaisir. Ce matin on parle objet connecté, il me semble en avoir vu dans le programme qu'en fait objet connecté c'est un truc qui n'arrive pas souvent dans la bled. Donc je suis ravi de parler uniquement objet connecté et de faire la promotion de ce type d'objet dans l'univers digital, puisque bled est avant tout digital. Je vais me présenter rapidement, donc moi je suis Grégoire Gérard, je suis dirigeant d'une boîte qui s'appelle Holly. Donc on est une des rares boîtes françaises à être sur le marché. On a lancé deux produits, un il y a 2 ans qui s'appelle Smart Lamp, une lampe de déco un peu design qui était vendue dans les Apple Store, et puis là on vient de lancer Sleep Compagnon qui est une solution pour mieux dormir. Grosso modo, nous on exploite tout ce qui est lumière connectée et comment on valorise la lumière grâce aux objets. Donc je connais bien le secteur, je sais bien comment ça marche. Donc aujourd'hui en fait, la conf s'intitulait Objet connecté nous emmène dessus. Je ne suis pas prospectiviste, j'ai fait du consulting pendant 10 ans. Maintenant c'est no bullshit. Je vais vous raconter ce qui se passe vraiment quand on fait une boîte connectée. Et je vais aussi essayer de vous donner des pistes sur c'est quoi les pièges, où est-ce qu'on va, les secteurs qui peuvent être intéressants à gratter et surtout les erreurs à ne pas faire. Bien sûr, si vous avez des questions, je suis dispo, mais j'espère en tout cas balayer un maximum de sujets. On va parler de marketing, on va parler d'usage, de techno, de business, parce qu'en fait, quand on fait de l'objet connecté, il faut parler de tout ça, parce que si on oublie un facteur, et ben c'est bon. On fait un rapide tour de l'histoire de l'objet connecté, parce que ça va très très vite. Et vous allez voir, l'objet connecté, ça va hyper vite, l'industrie est vraiment fulgurante. On commence en 2005, Arduino, qui n'a pas tripoté de l'Arduino il a de la main, il aura honte sur lui. Donc Arduino, créé en 2005 par Massimo Benzi, je crois, livré en Italie, ce petit truc qui permet de faire la programmation et qui a révolutionné la vie des designers, qui a permis aux designers de ne plus passer par les ingénieurs. Fantastique, je suis designer aussi, donc c'est pour ça. 2009, WeThings sort sa balance, Kickstarter arrive en 2009. 2010, le premier projet Kickstarter qui s'appelle TikTok, je crois, de Lunatic, qui a dépassé le $1 million. Ça, c'est le premier projet en 2010. 2010, Jawbone qui débarque, qui était totalement inconnu, alors qui n'a pas fait un objet connecté au sens propre du terme, ça il a donné ainsi de suite, mais qui a fait un speaker qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Donc c'est là où on a compris que Jawbone était en train d'arriver en train de disrupter un marché. 2010 également, Nest, parce qu'avant Nest, les thermostats, c'était chiant et c'était moche. 2011, le petit copain de Arduino, la MakerBot, le fait qu'aujourd'hui on puisse imprimer des objets connectés facilement et pas cher. Ça a changé aussi la donne de beaucoup de choses. Et puis on a malheureusement commencé à voir les premiers échecs. Donc il dit échec ne veut pas dire que shame on you, on ne veut plus vous voir. C'est simplement qu'il faut apprendre de ces échecs. Donc le Navastack, ce célèbre lapin que de moins en moins de personnes connaissent. Je me rends compte que dans mon équipe, on est plutôt une équipe de moyenne d'âge 25 ans, mais mes petits jeunes qui ont 23 ans, ils ne connaissent pas le Navastack. Donc je me dis que c'est un truc de vieux con. MyZio, malheureusement, qui en 2012 ferme la porte. MyZio, c'était des capteurs qui ont été sur la tête pour traquer le sommeil. 2012 voit apparaître les Google Glass, qui mourront en 2015. 2014, les premières fusions. Ça, c'est vachement intéressant, parce qu'en fait, ce marché qui au départ est un marché de jeunes entrepreneurs, de mecs hyperactifs qui montent des boîtes, on commence à voir dès cette année, et depuis l'an dernier, des rachats de boîtes. C'est-à-dire que les grosses boîtes ont compris qu'il fallait se mettre là-dedans, et que plutôt que le développer en interne, il faut racheter. Alors on est aux US, c'est très spécial, parce que Nest a été racheté 3 milliards $, je ne suis pas sûr que ça arrive un jour en France. 2014-2005, l'arrivée d'un acteur qui est incontournable, Amazon. Et là, il faut bien comprendre que le modèle d'Amazon derrière, il est complètement génial. C'est comment je mets à disposition des gens des objets qui leur permettent, pour le numéro 1, donc c'est Dash, de scanner dans leur cuisine les objets dont ils ont besoin, les produits dont ils ont besoin, d'acheter au supermarché, mais super simplement. Donc c'est votre liste de courses en temps réel, plus besoin d'aller sur ordinateur, donc en termes d'usage, c'est génial. Et puis l'arrivée de Lexia, donc le Echo de Amazon que vous avez peut-être vu, avec une espèce d'interface hyper intuitive. Et puis ils ont fait une déclinaison du bouton commander qui permet à toute marque de commander ses produits. Et puis 2015, l'arrivée de Fitbit, IPO, entrée en bourse, valorisation 4 milliards, 4 milliards, combien ils ont gagné les gars 4 milliards, et ils font à peu près 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est une super belle boîte. Donc en 10 ans, on est passé des premières startups à on commence à entrer dans le dur, et c'est ce que je vais vous expliquer après. C'est la rue vers l'or. Je pense qu'on ne connaît pas une vague comme ça tous les ans et tous les 10 ans. On est dedans, donc en fait, il faut se dire qu'il faut en profiter. Et on a la chance en France, mine de rien, d'être dans un écosystème qui est hyper favorable. Vous pouvez facilement discuter avec n'importe quel dirigeant d'une boîte connectée aujourd'hui. Vous pouvez appeler Fred Potter de Atmo, vous pouvez appeler Eric Carrel. C'est
hyper facile. Donc si vous avez envie de faire un projet, vous leur passez un coup de fil. Il n'y a rien de plus simple. Je pense que les barrières sont tombées. En plus, on a des ministres, alors je ne suis pas hyper politique, hein, mais il se trouve qu'on a des ministres qui sont plutôt pas mal, avec Emmanuel Macron et Axel Le Maire, qui poussent vachement. La semaine dernière encore, on était au ministère pour le lancement de la distribution objet connecté, avec les accords avec Boulanger, Fnac, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment du potentiel, et en plus, on a des super ingénieurs et des bons designers. Comparé aux Américains, si vous allez au CES tous les ans, vous voyez assez facilement la petite touche française, qui est ce petit soin attaché à l'objet, au design, à la façon de l'exprimer. Maintenant, nous, on est moins bons, c'est vendre et puis aller mettre ça sur les marchés. Et c'est là où les Américains sont un peu meilleurs que nous. Donc Golden Rush, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le désert, quoi. Grosso modo, j'étais encore au CES Unveil il y a une semaine, et on voit des objets apparaître dans tous les sens. Alors, dans le désordre, il y avait un sextoy connecté, boîte française, sextoy connecté, mais monté par une femme, donc ça paraît moins porno que si c'était fait par un mec. Sextoy connecté, bar à cocktail connecté, qu'est-ce qu'on avait? On avait un distributeur de soins cosméto connecté, enfin, tout est connecté. Hein, voilà. Donc je ne dis pas que tout le monde va survivre, mais cet engouement global fait que les médias en parlent, que c'est hyper visible, et que, eh bien, plus on est, plus forcément les investisseurs vont venir, plus ils vont s'y intéresser, et ainsi de suite. Alors ça paraît super appétissant, hein, l'objet connecté, c'est beau, c'est paraît croustillant, mais à la fin, finalement, c'est assez compliqué de le finir, parce qu'il y a plein de barrières. Le premier, c'est ça. C'est que malheureusement, on peut faire des Kickstarter, mais si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire un objet connecté et pousser jusqu'au bout, ça ne suffira pas. Je vais être un peu provoque en vous disant, tout à l'heure je parlais d'Arduino, mais Arduino, c'est pas un objet connecté. Je vois trop de jeunes boîtes qui arrivent en me disant, voilà, j'ai fait un proto, ça tourne sur quoi? C'est un Arduino. Ouais, mais le problème, c'est que pour passer de l'Arduino à un produit fini, ben, il va falloir un paquet de temps, un paquet de connaissances et un paquet d'argent. Et en fait, dans l'objet connecté, il y a malheureusement une vérité qui est que digital, grosso modo, vous pouvez lancer une boîte avec 50 000 euros. 50 000 euros, vous arrivez à décoller. Pour une boîte, pour lancer l'objet connecté, il faut être minimum 500 000 euros d'investissement perso. Sans ça, c'est difficile. Il y en a qui vont plus loin. Hein. Fred Potter, avec 4 mots, lui, il dit c'est 1 million. Bon, je n'ai pas autant d'argent. Il faut être prêt à prendre des risques. Parce que dès qu'on fait un produit physique, on est dans la vraie vie. Pareil, je vais être un peu provoque, le digital c'est cool, on est planqué derrière les ordinateurs. On peut changer l'algo, on peut changer tout ce qu'on veut en live, c'est super, c'est facile. Dès qu'un produit physique est sur le marché, s'il est foiré, il est foiré. Et là, ça coûte très cher. Nest, qui n'est pas plus petit, en 2013, je crois, ils ont fait un rappel des smoke detectors, donc de celui-là, 400 000 produits. Parce que ça ne marchait pas. 400 000 produits à 100 $ le bout, 40 millions de dollars. Bon. Il n'y a que Nest qui a pu résister à la tempête, mais je peux vous dire que quand vous mettez un objet sur le marché, vous serrez bien les fesses. Ça va hyper vite. Ça va hyper vite dans le sens où, si vous lancez une boîte d'objets connectés, ne vous mettez pas en frontal face à des acteurs déjà en place sur ce marché et des gros surtout. Il y a un acteur que personne n'a vu parce qu'il vient de Chine et que la Chine pour l'instant c'est relativement indépendant du reste du monde, c'est Xiaomi. Xiaomi, donc je vous donne un ratio. Wi-Fi, là ils ont fait, on n'a pas de chiffre d'affaires, hein, c'est un monde assez secret, il n'y a pas de chiffre d'affaires connu. Mais Wi-Fi, ils ont levé 30 millions, Fitbit, ils viennent de faire une intro en bourse, 750 millions de dollars de chiffre d'affaires. Xiaomi, ils ont vendu 15 millions de bracelets connectés en 1 an et demi. Personne ne les a vus. Donc ça va hyper vite. Donc s'il y en a qui a un projet de bracelet connecté, d'activity tracker, il arrête, hein. Ça sert à rien. C'est perdu. Ça va hyper vite et c'est surtout qu'on peut vite se faire déborder. Il y a une petite histoire par exemple. Ça tient à pas grand chose. Parrot, ça a été le premier à lancer un drone. C'était super, Henri Seydoux, un mec super, complètement dingue dans sa tête, c'est génial. Il lance le drone, gros carton, ils ont vendu à peu près minimum jusqu'à présent 500 000 exemplaires, ce qui est déjà un beau carton pour un objet grand public. Sauf qu'en face, on a DJI. Et DJI, quand vous comparez les chiffres d'affaires, ça n'a juste rien à voir. Et DJI, ils sont arrivés après Parrot, et la seule différence qui a fait que DJI a été plus vite sur le marché que Parrot, c'est parce que DJI, ils ont fait un deal avec GoPro. Ils ont juste tout bêtement intégré les GoPro sur les drones. Alors ça, c'était vrai jusqu'à l'an dernier, puisque depuis cette année, ils sont engueulés, et maintenant, GoPro va lancer son propre drone. Ça, c'est en 2016. Et driver une boîte hardware, c'est pas comme une boîte digitale malheureusement, ça se navigue pas, c'est pas un hors-bord, quoi. Ça ressemble plus à ça. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que votre produit il est conçu, vous lancez un moule, ça va coûter un peu d'argent, le moule il faut attendre,
faut avoir les premiers produits, il faut encore attendre. Il faut ensuite le pousser dans les rayons de magasin, il faut encore attendre. Une fois qu'il est dans le magasin, vous vous dites qu'il faut qu'il marche absolument. Et puis là, si ça ne marche pas, voilà. Donc là, vous avez 1 an, grosso modo, de développement et de mise sur le marché. Et si votre produit de départ n'est pas bien conçu, voilà. Donc c'est difficile de changer de stratégie en cours de route, aussi bien la stratégie, la vision de là où vous allez, que le produit en lui-même. Donc il faut très bien concevoir son hardware dès le début. Et ça veut dire aussi qu'il y a des nouveaux métiers qui s'inventent. C'est-à-dire que nous, les développeurs et les ingés qu'on embauche, on leur demande d'être à cheval sur 2 métiers. Soit c'est le design et l'électronique, soit c'est l'ingénierie méca et l'applicatif, parce qu'ils touchent un peu l'applicatif. Ceux qui font l'applicatif touchent aussi le firmware embarqué. Vous voyez, donc il y a des nouveaux mondes, des nouveaux métiers à créer. Et clairement, aujourd'hui, il y a des recrutements massifs dans ce secteur. Donc si vous avez ce profil-là, c'est fait pour vous. Kickstarter, je suis forcément obligé d'en parler. Kickstarter, il faut choisir entre l'argent et la visibilité. Malheureusement, sur ce marché de l'objet connecté, forcément, comme tout le monde s'emballe, dès que vous montez un proto, la presse s'emballe. Quand vous allez au CIS, de toute façon, ce qui marche, c'est pas ce qui va marcher sur le marché. C'est-à-dire que les journalistes vont s'intéresser à des produits qui n'ont peut-être pas trouvé un feedback par rapport au marché. Donc, et le problème principal de Kickstarter, c'est ceux qui se lancent là-dessus. En général, ils ont un Arduino et ils vont perdre beaucoup de temps à arriver sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a 7 mois de délai, je crois, 7 mois de délai en plus pour arriver sur Kickstarter sur tous les projets hardware. Ça veut dire qu'entre-temps, des mecs comme moi, forcément, ils vont regarder ce Kickstarter et ils vont se dire, bah, tiens, ce projet-là, il a l'air de bien marcher, je vais peut-être le faire. Et comme on est sûr à quasiment 150% que le projet il va avoir du delay, c'est tout bonheur pour nous. Le mec, il nous fait une étude de marché, il a du feedback, il a des commentaires. Pour peu que j'ai backé le projet, j'ai accès à tout le feedback et de comment se passe le projet. Donc si vous faites un Kickstarter, c'est que vous êtes sûr de sortir le produit en moins de 8 mois. Si en moins de 8 mois vous ne sortez pas, c'est fini. Et dans Kickstarter, alors Kickstarter, il y a du bon et du mauvais, c'est juste le clin d'œil. Vous pouvez faire n'importe quoi dans Kickstarter. Vous pouvez faire des projets complètement dingues. C'est ça qui est génial sur un Kickstarter, c'est que tout à l'heure je disais il faut beaucoup d'argent pour lancer sur le marché. C'est clair, il faut beaucoup d'argent. Kickstarter est quand même un moyen extraordinaire, mais il faut avoir en tête tout ce que je vous ai dit avant, de ne pas y aller n'importe comment. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez très facilement lever de l'argent sur des choses complètement extraordinaires. Les mecs qui ont fait la glacière connectée, je ne sais pas si vous l'avez vu, la glacière qui fait Barbuck, ainsi de suite, je ne sais plus ce que c'est, ils ont fait 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Par contre, c'est très culturel. Les Américains raffolent des barbecues en plein air, nous, je ne suis pas sûr que ce soit notre truc. Et demain, me diriez-vous, je check le temps. Et demain, alors on en est là. On en est là. C'est-à-dire que tout le monde connaît la courbe de Gartner, là, cette courbe techno qui montre l'émergence des technologies, puis au moment il y a un creux comme ça, donc ça se casse la figure, et puis après ça remonte. Donc là, c'est à la fin, quand ça remonte, on est mass market, on arrive à toucher des millions et des millions de personnes. On arrive dans le creux. Là, on est dans le creux. Dit autrement, il y a aussi le gouffre de Moore. Là. Le gouffre de Moore, c'est le gouffre qu'il y a entre les early adopters et puis le mass market. C'est ce trou qu'il y a qui fait qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre facilement. Et bien on en est là. On en est là. Aujourd'hui, les produits connectés, si vous n'êtes pas capable d'expliquer simplement son usage, à quoi il sert et le bénéfice qu'il y a derrière, le bénéfice c'est simple, essayez pas de réfléchir trop longtemps. C'est soit le produit permet de gagner de l'argent, soit il permet d'apporter la sécurité, soit il améliore le bien-être et la santé. Voilà. Il y a 3 trucs. Je suis designer, je suis créa, donc avant de passer et faire les produits qu'on a fait, j'ai imaginé plein de trucs complètement barrés, qui servaient à rien du tout. Donc malheureusement, l'objet connecté, si vous voulez réussir sur ce marché, il faut, au-delà d'être très créatif, il faut être très pragmatique. Donc on est là, on est sur la traversée du gouffre, sa fameux gouffre de Moore, et ça veut dire qu'il faut, en distribution, il faut expliquer déjà au distributeur, parce que tout le monde n'est pas dans votre tête hyper technophile à comprendre ça en l'heure, mais ne serait-ce que pour le consommateur de base, c'est pas beau. Et ne serait-ce que comprendre qu'il y a un lien entre l'application et l'objet connecté, je peux vous dire qu'il y a un monde. Une anecdote, quand on avait sorti le SmartTap, la lampe connectée, on recevait des commentaires de personnes qui me disaient « je comprends pas, ça marche pas, l'application marche pas ». Ok, là, ça marche pas, ok. Ça marche pas, alors on a une checklist, on dit « t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça », et puis il y a une question qu'on n'avait jamais posée, est-ce que t'as acheté le produit? Et il y a des mecs qui étaient gérés l'application en se disant « ça va piloter mon éclairage de ma maison ». Mais c'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Donc, où est-ce qu'il y a de la valeur? Pour demain, vous voulez créer une boîte, où est-ce qu'il y a de la valeur, où est-ce qu'il y a des choses à créer? Distribution, clairement, aujourd'hui, les distributeurs, les revendeurs, qui
typologie, ainsi de suite, sont demandeurs de solutions pour faciliter la compréhension, l'explication, le test des produits en magasin. Il y a des choses à inventer autour de ça. On avait parlé pas mal de beacons à un certain moment. Il y a d'ailleurs une boîte Younes qui fait ça, j'ai oublié le nom. Les beacons, ouais, c'est juste pas, ça arrive pas. Je pense que c'est un problème d'usage, c'est un problème de discours, mais ça doit pouvoir arriver. Donc si vous voulez lancer un truc dans la distribution, ouais, il y a une porte ouverte. Le capteur. Aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes capteurs. Vous prenez un NES, vous prenez un Wi-Fi, vous prenez un Etatmo, tout le monde a les mêmes composants électroniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à avoir des hardware complètement différenciants, c'est plutôt avoir des produits qui répondent à des besoins bien précis, mais demain, c'est le capteur. Donc ça, c'est le projet Google Silo, je crois. Ouais, Silo, donc c'est un capteur, grosso modo, qui permet de manipuler l'interface de la montre juste du bout des doigts. C'est hyper sympa, vous allez voir les vidéos. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que derrière un capteur, il y a une donnée. Et demain, si vous êtes les seuls à maîtriser une donnée particulière grâce à votre capteur, c'est jackpot. Parce qu'aujourd'hui, sur l'objet connecté, dans l'objet connecté, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de barrière. La seule barrière, c'est l'argent, la distribution. C'est tout. Et une bonne idée, bien sûr. Mais grosso modo, il n'y a pas de barrière techno à l'heure actuelle. Donc si vous avez une boîte techno avec un capteur précis qui permet, selon vous, d'acquérir une donnée que vous serez seul à avoir et qui vous permet de donner derrière un service à valeur ajoutée, que vous, du coup, vous serez seul à avoir, ouais, ça c'est bon. La donnée, bon, la donnée c'est clé. Le hardware, ça dépend du modèle économique, on va en parler derrière. La donnée c'est clé. Je parle beaucoup d'objets de marché grand public parce que c'est le secteur sur lequel je suis et que je maîtrise. Il y a pas mal de secteurs, de niches de marchés, de sous-marchés sur lesquels on est capable d'aller chercher de la donnée avec le hardware. Donc le hardware, c'est juste, en termes de finance, juste une charge, hein, c'est-à-dire qu'on le paye, mais on ne va pas le vendre au client. Par contre, on va lui pousser un service, il va payer le service. Vous avez tous vu ces petits capteurs qu'ils ont là sur dans le dos à la Coupe du Monde de rugby. Vous avez tous demandé, mais c'est quoi ce truc-là? C'est l'étiquette, ils ont oublié de l'enlever. Non, ce sont des capteurs. Et donc il y a une dizaine de boîtes au niveau mondial qui font ces capteurs et qui permettent de récupérer de l'information après coup sur chacun des joueurs. Et c'est riche d'informations, surtout qu'aujourd'hui les joueurs, on cherche à leur donner la précision sur ce qu'ils ont amélioré, sur leur performance, par rapport à ce qu'ils ont mangé, ainsi de suite. Et ça, c'est une mine d'or fantastique. Il y a une boîte en France qui fait ça, qui s'appelle McLeod, et qui a contracté avec l'OL et le Racing 92. Un autre champ hyper intéressant, c'est l'intelligence. C'est clair que si on récolte de la donnée brute comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je ne sais pas ce que fait McLeod avec toutes les données qu'ils ont, mais si la donnée derrière permet de créer un service disruptif, ça c'est intéressant. Je vous parle d'autonomie, c'est une boîte toulousaine. Ils font en fait, ils utilisent des hardware basiques, hein, ce sont des capteurs infrarouges que vous mettez dans une maison, c'est pour les personnes âgées, et plutôt que de leur faire porter un petit bracelet autour du poignet ou un collier, ce que moi j'appelle collier de chien, en fait c'est un système qui va traquer les patterns d'usage de la personne âgée dans la maison. Et en fait elle va détecter les passages, à quelle heure elle passe, ainsi de suite, et elle va être capable à partir de ça de dire là il y a un écart par rapport au pattern d'usage classique. Et donc ils font ça comment? C'est juste qu'ils récupèrent les données des capteurs infrarouges, donc eux ils ne développent pas le hardware, ils l'achètent simplement. Ils ne le vendent pas, ils le louent, puisqu'ils ont un package de service. Et c'est bien l'algorithme qui est derrière qui va faire la valeur du service. Et c'est ultra intéressant parce que dans l'usage, il est clair qu'aujourd'hui les personnes âgées refusent de porter ces petits trucs. En tout cas, c'est pas parfait. Alors, interopérabilité, c'était un sujet qui était vachement tendance il y a 1 an. Donc ça, c'est Revolve. Et Revolve, ils ont été rachetés par Google. Si vous voulez aller là-dedans, oubliez, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce qu'il y a Nest donc, qui a racheté Revolve. Enfin, Google a racheté Nest et Nest ensuite a racheté Revolve. L'interopérabilité, cette maison connectée où tous les objets communiquent entre eux, ça va être une réalité. Je ne sais pas si vous avez eu l'annonce hier de Google. Donc Google sort le système d'exploitation Brilio, qui est un système d'exploitation embarqué pour objets connectés. Ils ajoutent ça à un système de communication qui s'appelle Wave, qui permet à tous les objets connectés d'être interopérables. Donc Zigbee, ils vont mourir, et c'est Wave qui va gagner. Donc si vous êtes là-dedans, c'est fini. Mais Revolve, en fait, Google l'a tué, et ils ont juste pris le cœur technique. Dans les réseaux, aujourd'hui, il y a plein de choses à imaginer. On parle beaucoup de Sigfox, parce qu'en plus, ils ont fait une implantation à San Francisco dernièrement. Il y a beaucoup de choses à imaginer, notamment dans les bâtiments. Comment des micro-objets, des petits objets peuvent remonter de la donnée, mais sans forcément déployer un énorme réseau de communication. Sigfox a des contraintes, il y a des zones de valeur à aller chercher sur la remontée de données, la descente de données, les temps de batterie, les discussions entre produits. Il y a LoRa, qui sort également
un partenariat avec Bouygues, donc ils vont équiper toutes les antennes de Bouygues avec du réseau LoRa. Il y a aussi Arcos qui a sorti un protocole dernièrement qui s'appelle Pico One, qui sera normalement disponible dès l'an prochain. Donc il y a une zone de valeur, soit vous développez un système là-dedans, soit vous exploitez tout ce qui est là-dedans. Il y a plein de choses, notamment dans les villes, à inventer sur le... Alors, c'est déjà fait, tout ce qui est tracking de coupe et ainsi de suite, mais dans le B2B, il y a plein... Je pensais en venant au BTP. En BTP, ils ont tellement de matos à droite et à gauche, ils ne savent même pas où ce qu'il est. On serait capable de proposer une offre à ces acteurs du BTP pour être sûr de faire un listing, de savoir où sont les produits, où est leur matériel, est-ce qu'il est déficient ou pas, est-ce qu'il y a eu des chocs, est-ce qu'il y a des problèmes, ainsi de suite. Il y a clairement des niches, des sous-segments de marché qui s'ouvrent au-delà des paillettes qu'on voit dans le B2C. Mais en B2B, il y a vraiment énormément de choses à faire. Modèle économique. Modèle économique, c'est un truc qui est clé. Aujourd'hui, le hardware, nous dans le B2C, on le fait payer. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de service. Il n'y a que Nest à la rigueur qui, avec sa dropcam, avec les dropcams, les caméras qui sont sorties, en rachetant dropcam d'ailleurs, vend pour un abonnement de 10 $ par mois accès à tes vidéos, durant les dernières années. Je ne suis pas sûr que les clients aient envie de payer 10 $ juste pour avoir accès à leurs vidéos. Par contre, il y a des. Alors, je cite ce modèle-là parce que c'est un truc qui va arriver, qui était présenté au CIS au début d'année et qui arrivera l'an prochain. Pas en France malheureusement, donc ça c'est Gogoro, qui est un scooter électrique. Grosso modo, c'est Tesla, mais version scooter, parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont des voitures. Eux, ils sont de Taïwan et ils sont en train de déployer un réseau, non pas de scooters électriques, mais de bornes de recharge. Et tout simplement, le constat il est simple, tout le monde le sait. Aujourd'hui, avoir une voiture électrique, c'est la misère parce qu'il faut recharger. Moi, j'ai pas de maison, du coup, il faut que je sorte la prise électrique de ma maison, de mon appartement, que ça descende dans la rue. Non, donc ça bloque plein de gens. Tesla, c'est hyper cher, 100 000 € à peu près, le Tesla. Là, le modèle, c'est qu'en fait, vous avez des bornes de recharge dans les villes, et tout simplement, vous prenez vos batteries, vous allez changer, comme Renault voulait le faire à une époque, mais avec une complexité technique dingue pour une voiture, qui n'est pas le cas pour un scooter. Et donc là, dans le modèle économique, vous achetez rien, vous faites que louer. Et là, clairement, les gens sont prêts à payer pour ça. Donc, vous toujours vous demandez, vous posez la question, est-ce qu'aujourd'hui, mes clients sont prêts à payer pour un objet, un produit physique, ou est-ce qu'ils peuvent payer plus pour un service, et au final, gagner plus? Vous voulez réussir. Pensez usage. Of course. Pensée usage, Nest, c'est assez marrant parce que Nest, tout le monde dit que Nest c'est un thermostat intelligent. Nest c'est un enregistreur. Il n'y a rien de compliqué dans Nest. Simplement le marketing qu'on en fait, c'est un truc intelligent. Mais Nest, avant qu'ils arrivent, bon, les thermostats c'était pas très joli, surtout c'était hyper dur à programmer. Donc le constat d'usage c'était quoi? Quand j'ai un thermostat classique, il faut que je passe de jour en jour et que je sélectionne la bonne température. Enfin voilà, c'est horrible. Nest, je vais installer, et puis de jour en jour, on me dit, ben voilà, ah tiens, il est 7 h du matin, j'ai froid, je monte la température, ah on est le soir, il faut que je baisse la température. Il enregistre, c'est tout, il n'y a pas de techno disruptive. Par contre, l'usage, il est génial. Donc c'est là où dans l'objet connecté, vous avez besoin de designers qui vont chercher justement ces micro-usages, qui vont essayer de comprendre le marché, au-delà de faire des questionnements classiques que vous pourrez faire auprès des consos, alors qu'est-ce que tu aimerais, toi, ainsi de suite. Non, ça ne marche pas. Et dans l'objet connecté, avant tout, il simplifie les usages. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Il y a un truc qu'il ne faut pas ignorer, qui malheureusement arrive, parce que les grands groupes ne sont quand même pas dupes, hein, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même un truc un peu juteux à aller chercher, c'est le pouvoir des marques. En B2C, on est confronté à ça, mais même aujourd'hui en B2B, la marque c'est puissant. Je sais que les designers, les ingénieurs, c'est un truc qui est un peu c'est pas leur jargon, c'est pas ce qu'ils comprennent. Par contre, un conso, lui, quand il voit Wordfed, il va acheter plutôt ça qu'une cocotte connectée d'une marque inconnue. C'est clair. Donc aujourd'hui, il y a plein de marchés qui vont se fermer, ne serait-ce que parce qu'il y a une marque qui arrive. Donc peut-être qu'ils font un truc qui est moins bon que ce que vous allez faire, mais sauf que eux, c'est une marque. Et malheureusement, vous ne pouvez rien faire contre ça. Donc évitez d'aller vous frotter à des marques qui ont déjà beaucoup plus de moyens que vous et qui existent dans la tête des gens, alors que vous n'existez pas. C'est malheureusement la réalité. Il y a un truc aussi très symptomatique, c'est que l'objet connecté, c'est un truc de vieux. Voilà, c'est vraiment une réalité. Moi, je constate, les seules boîtes qui arrivent à émerger, c'est des boîtes qui ont, dans leur team ou leurs dirigeants, sont des mecs qui ont plus de 30 ans. Donc, il y a peut-être un truc à faire entre le transmission de génération, je sais pas quoi, entre les jeunes, les vieux, bref. Je rigole, mais blague à part, l'expérience compte énormément. Donc, quand je vois ces jeunes startups qui ont un Arduino, tout comme ça, je dis c'est super, génial, t'as plein d'énergie. Va trouver un gars qui est plus capé que toi en termes de compétences, en termes de réseau, en termes de connaissances techniques, en termes de connaissances marché. Parce que ce marché ne se conquiert pas juste en ayant du fun. Le nombre de boîtes,
L'an dernier au CIS, il y avait pas mal de boîtes françaises qui y allaient. Là, cette année, il y en a encore plus. Malheureusement, entre ces deux vagues, il y a plein de boîtes qui ne vont pas apparaître sur le marché, qui ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce que il y a un côté malheureusement, je trouve, et ça c'est une grosse critique, court-termiste de certains entrepreneurs, qui est, je fais un produit, c'est génial, je m'éclate, et what's next, quoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Si c'est cramer de l'argent pour cramer de l'argent, ça sert à rien. Si c'est juste pour avoir de la couverture médiatique, ça sert à rien. Le but, c'est quand même de vendre. Et donc, ayez un vieux dans votre poche, c'est quand même vachement pratique. Pensez marché, je pense que là, ça fait lien par rapport au gouffre de Moore, là, cette traversée du Grand Canyon. Je pense qu'il y a 5 ans, effectivement, on pouvait présenter des produits un peu barrés, complètement nouveaux, parce que tout était nouveau, il n'y avait rien. Il y a 5 ans, je présentais déjà ça, hein, c'est Molly, pour ceux qui ne connaissent pas. Molly, c'est vous écrivez un tweet et quand il est retweeté, vous recevez un bonbon. C'est marrant. Ok, c'est marrant. Peut-être que les mecs ils ont vendu ça et peut-être qu'ils ont fait un peu d'argent. Sauf que l'heure malheureusement n'est plus à ça. Maintenant, c'est l'heure au professionnalisme, à la vision, à des choses très pragmatiques, peut-être moins excitantes, mais pour l'objectivité aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que ça n'a pas besoin d'être excitant. Il faut juste que les gens derrière perçoivent bien quelle est la valeur ajoutée. Donc pensez marché, pensez besoin client et arrêtez de vous écouter, vous, créa. Je suis le premier à le faire. Et je suis le premier à me prendre des baffes au bureau et où mes gars me disent tu planes quoi. Ouais, c'est génial de planer. Mais il faut être pragmatique. Malheureusement, on est à l'heure de la rationalisation. Un truc extrêmement fort, ça dans le digital, c'est un rationnement du digital. Dans le digital, c'est facile puisque vous pouvez créer un service, le mettre en ligne et puis le compléter au fur et à mesure, avoir des premiers clients, avoir leur retour en live, ainsi de suite. Dans le hardware, comme le hardware coûte très cher, comme le hardware met du temps à être mis en place sur le marché, ça met du temps à faire de l'indus, ainsi de suite. Pensez MVP, donc c'est le minimum viable product, c'est le fait de faire le produit minimum qui permet de répondre aux besoins. Et ça, c'est la maladie des ingénieurs. Les ingénieurs ont tendance à rajouter des couches et des couches et des couches de techno, de capteurs dans tous les sens, alors que le besoin il est clairement identifié. Donc il faut faire simple. Éviter de rajouter des capteurs, ça va alourdir la bombe. Pensez toujours au usage. Nous, en interne, chez nous, on a des designers, ils sont toujours là en disant mais attends, ça c'est pas compréhensible, les gens ne vont pas comprendre, ils sont pas dans ta tête. Regarde, tu lui dis, bah là, la donnée n'est pas dispo. Mais pourquoi elle n'est pas dispo? Il faut l'expliquer. Donc pensez MVP, le meilleur exemple c'est GoPro, hein, qui est plutôt successful. Mais GoPro, il a commencé en faisant des caméras qui n'avaient pas de son. N'importe quel ingénieur se serait dit bah, attends, une caméra sans son, c'est complètement dingue, on va pas le faire. Bah, lui, il l'a fait. Il s'est dit aussi bah, tiens, je vais faire une caméra sans écran. Bah, attends, une caméra où on voit rien, c'est complètement ouf. Non, mais ça marche. Ça marche. Donc, parce que derrière, le problème, c'est une question de cash. C'est que plus vous allez développer, plus ça va prendre du temps, plus vous aurez de bugs, plus ça va coûter d'argent en indus, et bah, plus le marché, vous ne le verrez pas. Donc, penser MVP, c'est hyper important. Pensez également que le smartphone, ce foutu smartphone, il avale tout, il avale absolument tout. Je ne sais pas ce que ça va donner, clairement, je ne sais pas ce que vont donner les trackers activités, les montres connectées dans 5 ans. Parce que le smartphone aujourd'hui, il est capable de le faire, il est capable de compter le nombre de pas. Il sait aussi calculer votre sommeil, ainsi de suite. Donc essayez de trouver des business sur lesquels l'objet connecté ne peut rien contre vous. C'est ce que fait Print, hein. Un appareil photo, ça ne peut pas imprimer. Par contre, ils ont fait un casing qui imprime. C'est malin. Ils profitent de la vague smartphone tout en ajoutant un accessoire que le smartphone lui-même ne peut pas faire. Et je ne suis pas sûr que demain Apple va sortir une imprimante intégrée dans ses iPhone 19. Donc pensez à ça, c'est vachement important. Et surtout, n'oubliez pas, parce qu'on est quand même là pour bien s'amuser, parce que si l'entrepreneuriat, si la création c'était pas fun, ça ne sert à rien. Si vous allez au CIS, enfin en tout cas si vous n'y allez pas, allez-y. Franchement, ça fait du bien, c'est une bonne psychothérapie. Il y a plein de gens qui ont plein de belles idées, il y a plein de gens qui ont plein de belles idées qui n'arriveront pas à les pousser. Si vous pensez que vous avez la compétence pour les aider à pousser, allez-y. Je crois qu'aujourd'hui en France, on a besoin de structurer les entreprises, on a besoin de les aider à grandir. Les fonds d'investissement ne sont pas toujours derrière. Ça, c'est malheureusement un problème en France, c'est que les fonds d'investissement n'investissent pas parce que ça coûte cher l'objet connecté. C'est ce qu'on appelle, ça crame du cash et pas forcément de façon efficace, puisque à chaque fois que nous on doit vendre des produits, il faut les produire avant et donc il faut payer avant. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux BFR, ça aussi, ayez ça en tête si vous montez une boîte. BFR, bah, c'est le temps que vous mettez entre, vous avez dépensé de l'argent pour produire le produit et vous touchez l'argent. Et chez nous, le BFR, c'est 7 mois. 7 mois de BFR. C'est énorme. Donc, soyez dingue, parce que de toute façon, si vous êtes un minimum raisonné, vous n'irez jamais là-dedans. Soyez dingue, allez-y, mais sachez vous entourer, sachez trouver un petit vieux, sachez écouter ce que je vous dis là, parce que... Un petit vieux. Un plus vieux. Je suis déjà vieux, moi, pareil. Ils ont 23 ans, mais ils disent t'es vieux, toi.
Ok, ils connaissent pas Casimir, tout ça, c'est clair que je suis d'accord. Nesquik et ainsi de suite, pareil. Donc sachez vous entourer. Et on a la chance aujourd'hui en France d'être hyper structuré. Les distributeurs sont en train de valoriser les jeunes startups. Il y a Boulanger, Fnac, Darty et ainsi de suite. Ils sont hyper ouverts. Donc allez-y, saisissez votre chance, c'est maintenant. Et j'ai tendance à dire que c'est pas l'an prochain, parce que vous verrez aussi les 2017 à Las Vegas, il va se passer tellement peu que ce sera fini. Merci.